introduction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films. Nous revoici au cinéma Les Fauvettes pour ce dernier numéro de l'année 2016. Donc évidemment, n'hésitez pas à réagir sur YouTube, Mixcloud, Facebook, Twitter, Sens Critique et également sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Pour cette émission, nous accompagnerons Jean-Victor. Bonjour. Tu officies sur CloneWeb notamment. Et tu as été aussi notre caméraman sur nos deux dernières émissions. Bah, c'est une promotion, je passe de l'autre côté aujourd'hui. Voilà, c'est une mise en avant de nos fameux techniciens. Nous avons ensuite Robert. Bonsoir. Tu viens de Films de Culte. Exactement. Ensuite, en face de toi, nous avons Thomas. Bonjour Thomas. N'hésite pas à parler dans le micro. Toi, tu es donc rédacteur en chef du Bleu du Miroir. C'est ça. Évidemment, mon comparse de toujours Marc. Bonjour. Qu'on retrouve sur Filmosphère, Screenmania et les carnets de découverte du lieutenant Schaeffer. Absolument. Et moi-même sur CloneWeb, Filmosphère et Screenmania. Donc au programme de cette émission, donc de la science-fiction évidemment. Donc après Sully le mois dernier, donc le film de Clint Eastwood, notre sélection revient sur le film Premier Contact de Denis Villeneuve, qui est sorti donc le 7 décembre 2016. Ensuite, notre débat du jury se concentrera sur la science-fiction au cinéma, aussi bien les arrivées d'extraterrestres sur notre petite planète, qu'est-ce qu'on appelle la hard SF, et évidemment un petit mot sur le prochain film de Denis Villeneuve qui sera encore de la science-fiction, la suite de Blade Runner, film mythique de science-fiction. Puis ensuite notre rubrique hors compétition qui viendra conclure comme il se doit cette émission avec les coups de cœur et coups de gueule de nos invités. Et c'est sans plus attendre que nous partons quasiment dans l'espace avec notre sélection du mois. Not everyone is able to process experiences like this. What happens now? Premier Contact Arrival en version originale de Denis Villeneuve, sorti le 7 décembre 2016. Donc après Incendie, Prisoners, Ennemis, Sicario, donc le réalisateur canadien ne cesse de nous surprendre et nous étonner en essayant de se toucher le maximum de genres cinématographiques possible. Et on ne pouvait pas passer à côté de ce film, Marc, parce que justement de Arrival ou Premier Contact. Parce que, donc voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on parle de Denis Villeneuve depuis Incendie spécialement, bien que sa carrière ait commencé il y a longtemps avec Polytechnique. Et on s'y est intéressé, donc notamment avec Incendie, puis ensuite Prisoners, qui a été sa révélation hollywoodienne, qui est à la base un film de commande, mais que finalement il a pris très à cœur et qu'il l'a immiscé dans une nouvelle machinerie, donc il a fait sortir du cinéma canadien et plonger dans le cinéma américain. Donc là, c'est son premier film de science-fiction. C'est donc du jour au lendemain, des extraterrestres atterrissent à 12 points différents du globe, dans des nations différentes, sur des continents différents. Et du coup, chaque peuple de la Terre va être confronté à ces aliens dont on ne sait pas ce qu'ils veulent. Il va falloir apprendre à communiquer avec eux parce qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'ils font là. Est-ce qu'ils se sont perdus? Est-ce qu'ils viennent explorer? Est-ce qu'ils viennent déclarer la guerre? Et c'est autant un film sur la communication avec les extraterrestres que sur la communication entre humains, justement parce que le but étant que si la rencontre se passe bien à tel endroit, une guerre interstellaire ne démarre pas à un autre endroit suite justement à un problème de communication, puisque évidemment les terriens ne sont pas tous régis par les mêmes dirigeants ou les mêmes lois. Et donc pour ce faire, Denis Villeneuve s'embarque avec deux personnages principaux qui sont un linguiste et un scientifique. La linguiste, une linguiste d'ailleurs, qui est Amy Adams, et son scientifique Jeremy Renner, qui retrouve enfin un bon rôle comme on n'en avait pas vu depuis ses débuts dans Des Mineurs ou 28 semaines plus tard. Donc sont chargés par l'armée de décoder le langage extraterrestre, qui est une forme évidemment complètement inconnue, qui ne ressemble absolument à rien. Il y a aucun rapprochement possible, on n'est pas dans Stargate, il n'y a pas de rapprochement possible avec la culture terrestre. Et donc voilà, il faut repartir de zéro pour comprendre une espèce, se comprendre soi-même aussi. Après, je ne vais pas trop en dire non plus à ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que Denis Villeneuve, quand il s'attaque à la science-fiction, son sujet principal, ça reste finalement
deux choses. Un, la société humaine en elle-même, ses dérives de pouvoir, ses risques. Là, tout à l'heure, on a parlé du fait que voilà, c'était un film sur les relations entre terriens. Denis Villeneuve, il consacre beaucoup de temps. C'est déjà quelque chose qu'il avait abordé, par exemple, dans Sicario, où il s'interrogeait sur la responsabilité des gouvernements dans une guerre sans fin. Là, il le fait sous un autre axe, et surtout, il s'intéresse aussi aux facteurs humains. C'est-à-dire qu'il n'aborde pas la science-fiction finalement en s'intéressant sur qu'est-ce que les extraterrestres peuvent relever et peuvent révéler. Il s'intéresse à la science-fiction sur qu'est-ce que la présence d'extraterrestres dans le monde, c'est-à-dire ne pas être seul dans l'univers, peut nous apprendre sur nous-mêmes, peut nous apprendre en l'occurrence sur le personnage d'Amy Adams, qui est le personnage central, une personnage qui est un petit peu endeuillé, qui devient un petit peu quelque chose qui est propre à cette nouvelle vague de hard SF, mais on en reviendra. Il y avait un petit peu ça dans Gravity avec le personnage de Sandra Bullock aussi. Et où du coup la quête, entre guillemets, la quête stellaire devient la résolution d'un conflit proprement intime. D'accord. Donc toi Thomas, je sais que le film a beaucoup plu à la rédaction du Bleu du Miroir. Oui, Donc, ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Alors, ton avis? On est rarement aussi unanime déjà, et aussi élogieux. Alors je ne vais pas m'exprimer pour les autres, on a fait un papier collectif qui donne un petit peu différents angles sur pourquoi ça peut plaire, pourquoi ça peut attirer. Moi, à titre personnel, je pense que tu as commencé à le développer un petit peu. Est-ce que c'est mon passif universitaire qui fait que toute la dimension linguistique, voilà, c'est un petit peu mon cursus. Donc est-ce que ça m'a accroché tout de suite? Le côté communication, le côté langue, donc il y a voilà, le langage qui renvoie à toutes les questions de la tour de Babel, etc. Donc ça m'a particulièrement plu. Il y a toute la question du temps, la question de l'humain. Moi, c'est vrai que je dirais que je suis assez client des films qui mettent l'humain au centre de ces enjeux-là. Je dirais que Arrival, c'est un peu un film SF intimiste presque. Et ça m'avait pas plu dans Gravity. Personnellement, c'était ma seule réserve dans Gravity. Comment la psyché du personnage, c'était un petit peu lourdingue. Dans Premier Contact, ça marche. C'est pas d'une originalité épatante, mais ça fonctionne. Et je dirais qu'il fait un petit peu ce que Nolan n'arrive pas à faire dans Interstellar, malgré toutes les qualités techniques. Je le sens te venir celui-là. Non mais je sais que ça a été un sujet de débat. Hein. Moi je sais que là, voilà, il y en a certains dans la parole dans l'équipe qui pourraient. Voilà, c'était d'ailleurs un des angles de notre papier. Mais moi, c'est en tout cas ce qui ne m'avait pas touché dans Interstellar qui fonctionne pour moi là. Et Sicario, j'avais l'impression qu'il avait un peu clivé. Moi personnellement, ça m'avait beaucoup plu. C'est très épuré, il va à l'essentiel. Voilà, donc est-ce qu'il faut se faire l'avocat du diable à essayer de critiquer oui ou non la géopolitique, comment elle est exploitée, comment elle est traitée? C'est le contre-pied de Seul sur Mars où tout le monde est gentil, tout le monde travaille ensemble. Là, c'est un peu l'opposé, les Chinois, les Russes. Non, pour toutes sortes de choses, le travail, la montée en tension. Moi, je sais que voilà, cette scène-là restera dans ces dernières années, une scène qui me marque, c'est tout comme il amène. Comme il travaille, vraiment, je l'ai revu hier, comme il travaille sa préparation à la première confrontation. Il en fait, c'est le cœur du film, parce qu'il se passe quand même pas mal de temps avant. Il en fait le cœur de son film, et après, ça va être tout le reste. Voilà, moi, ça m'a saisi. Et même hier, en le revoyant, voilà, j'en avais des frissons. On est partagé entre ce moment comme ça, c'est monumental, c'est fort, c'est terrifiant, et en même temps fascinant et bouleversant. Alors toi Robert, c'est une critique de Premier Contact, mais droit de réponse sur Interstellar également. Non, je vais pas trop digresser de ça et tout, parce qu'en fait, effectivement, je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux films, mais après, au-delà de ces quelques trucs en rapport avec le temps et le rapport à l'intime, tout ça et tout, je trouve que c'est pas non plus des films qui ont grand chose à voir au-delà de leur genre. Non, moi je suis assez d'accord de toute façon avec tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Pareil, Premier Contact, j'ai trouvé ça exemplaire, surtout que pour ma part justement jusqu'à présent je n'avais pas vraiment été convaincu par le cinéma de Denis Villeneuve. J'avais toujours trouvé des qualités, notamment dans toutes ces obsessions thématiques effectivement que Marc a évoquées. Tu parlais d'une guerre sans fin, c'est vrai qu'il y a souvent ce thème du cycle de la violence auquel il faut mettre fin. C'était dans Incendie, c'était dans Prisoners avec cette question de torture et de meurtre en série. C'était dans Sicario avec donc la guerre contre la drogue. Et là, effectivement, il y a cette idée de
d'une intervention extraterrestre en fait, presque pour nous apprendre, comme tu dis, à nous comprendre, à comprendre notre histoire. Et à comprendre son histoire. D'ailleurs, le titre de la nouvelle originale, c'était Story of Your Life. Parce que le film est adapté en fait d'une nouvelle. Adapté d'une nouvelle de Ted Chiang, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et effectivement, là, je trouve qu'il a vraiment réussi à trouver un scénario où parfaitement incarner toutes ces thématiques, toutes ces obsessions qui le travaillent depuis même Polytechnique, où il y avait donc déjà une histoire de tuerie, tout ça. Et la scène que tu cites, pour moi, est effectivement parfaitement représentatif de l'approche qu'il a eue sur ce film, qui est... en fait, moi, ça m'a fait un peu penser, tout le film en général, à un peu la démarche de Shyamalan sur Incassable, à savoir de ne s'intéresser qu'au premier acte d'une histoire de super-héros, à savoir toute la découverte de ses pouvoirs, etc., comment il accepte de devenir le super-héros. Et là, c'était un peu ça, c'est-à-dire que le film entier est le premier contact. Le film entier est sur comment est-ce qu'on va apprendre à communiquer avec eux, et donc est dans une espèce d'exhaustivité qui est donc symbolisée par cette première scène où on prend le temps. Et c'est vrai que pour la première fois, alors il y en a eu des centaines de films de première rencontre avec l'extraterrestre, on va en parler après. Et je dois avouer que, quitte à faire un peu dans l'exagération, j'ai l'impression que c'était la première fois de vraiment ressentir ce que serait pour un individu lambda en plus, parce qu'effectivement c'est une linguiste et c'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans l'extraterrestre ou quelqu'un qui aurait une rencontre, ou à l'inverse un enfant, donc comme dans E.T., qui aurait un rapport innocent et qui se poserait pas forcément toutes ces questions. Là, j'ai vraiment l'impression de ressentir, putain, qu'est-ce que ce serait la première fois, toi, un être humain, tu pénètres dans un truc digne de 2001, l'Odyssée de l'espace, et d'être face à quelque chose qui est limite de l'indicible, en fait. Et je trouve qu'effectivement, entre la mise en scène millimétrée à ce moment-là, le montage également, et la musique de Johan Johansson qui fout une pression magistrale, de jamais avoir ressenti ça auparavant. Et je trouve qu'effectivement, voilà, ça représente bien un peu tout le film, qui est de se concentrer sur cet aspect-là, comment on va apprendre à communiquer avec eux, pas de partir dans autre chose, et ensuite de finir effectivement avec une boucle qui ramène vers l'intime, et qui, voilà, quand je disais que ça incarne à la perfection tous ces trucs-là, je trouvais que là, pour la première fois, qu'il y ait des révélations, des retournements, machin de ça et tout, sert vraiment le propos, alors que dans des films comme Prisoners ou Ennemi ou Incendie, je trouve qu'on tombait un petit peu trop dans une espèce de mécanique de thriller à twist, un peu de ça et tout, qui moi m'avait un petit peu déçu, quoi. Dans Prisoners, je trouve que ça s'est soufflé un petit peu sur la durée. Moi, je sais qu'il y avait... Moi, ce que je retiens de Prisoners, c'est la mise en scène, c'est tout. Moi, vraiment, je sais que le film a beaucoup plu. Moi, j'ai surtout retenu ça, qu'on avait déjà vu dans Incendie, qu'on avait déjà vu dans Maelstrom, des choses comme ça. Mais que depuis, pour moi, deux films, Sicario et Premier Contact, voilà, il est sûr de son travail. Et c'est une des forces de son cinéma, effectivement. Alors toi, Jean-Victor, justement. Alors, je suis censé me faire l'avocat du diable. Le problème, c'est que j'ai revu le film et je l'ai un peu revu à la hausse. La lumière. Mais je l'avais enfin compris. Non, alors justement, sur le côté un petit peu show-off de Denis Villeneuve, je trouve qu'il y a quand même un peu ça. Pour moi, le problème de Premier Contact, c'est qu'il y a deux films, en fait. Il y a effectivement cette partie SF qui pose une problématique absolument passionnante de comment créer une base de communication avec un corps 100% étranger. Un sujet qui avait d'abord eu un documentaire il y a un ou deux ans qui s'appelait The Visit, une rencontre extraterrestre. Et c'est vrai qu'en fait c'est tellement vertigineux comme concept, le fait que tout est à établir, qu'est-ce qu'on leur pose comme première question, comment est-ce qu'on établit juste une base de langage, c'est effectivement une question passionnante. Le souci, c'est que ça, effectivement, c'est le cœur du film, et en plus, effectivement, comme vous l'avez dit, la mise en scène de Villeneuve, elle est assez bluffante, elle est très élégante, en fait. Effectivement, il y a ce côté très oppressant, etc., mais elle prend son temps, elle prend un peu aux tripes, etc., et c'est vraiment bien fait. Le souci, c'est qu'en fait, pour revenir à cette question de deux films, c'est que le film commence clairement sur un côté un peu pompier, en mode vous êtes venu pour chialer, et vraiment, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand on connaît le film et qu'on le revoit, on voit un petit peu vraiment les mécaniques, comment c'est fait, etc., et je trouve que c'est un peu un espèce de prétexte qui meuble le film de SF, et duquel il s'en sert pour justifier un peu sur la fin, en mode j'ai l'impression qu'il n'a pas toutes les clés, en fait, de son scénario, et que cette partie très émotionnelle ou très dramatique, et là pour relever un peu le truc à la fin, en mode je vais pas aller au bout de mon concept, mais je vais dériver là-dessus pour retomber sur mes pattes. Et là où ça me dérange un peu plus, c'est qu'en fait dans le cœur du film, qui est absolument passionnant, parfois il en vient à avoir, je trouve, des petites mécaniques narratives, des petites ellipses qui sont pour moi des facilités d'écriture. C'est vrai que sur le cœur du sujet, par exemple, comment est-ce qu'on crée une base de communication, il y a
par exemple une ellipse que je trouve absolument impardonnable, qui saute un petit peu les enjeux et qui passe à autre chose en mode on va passer 3 vitesses d'un coup et on va passer à la suite parce que j'ai autre chose derrière. Et c'est dommage parce que au-delà de ça, effectivement, il y a quelqu'un qui fait une démonstration de force formelle absolument incroyable. Et le film, c'est très difficile de ne pas en parler sans spoiler, mais termine sur des thématiques scientifiques assez poussées, qui met vraiment en pratique au travers de sa mise en scène. Alors on peut ne pas y adhérer du tout parce que c'est des concepts qui certains sont approuvés par certains scientifiques et d'autres non. Einstein par exemple en était l'un des défenseurs. Mais c'est assez perturbant et c'est vraiment un film qui questionne l'intelligence du spectateur et sa conception de certains éléments. Le film a été écrit par Eric Eiserer, donc le scénariste quand même du remake préquel de The Thing et de Destination Finale 5. Donc faut dire que le scénario c'est sympa, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend. Quand tu regardes sa filmographie, ça fait peur. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que des remakes ou préquels de films d'horreur. Elle a bossé sur les Griffes de la Nuit, le nouveau Griffes de la Nuit aussi. Ça, je crois que son dernier truc c'était Dans le Noir. Enfin voilà, c'est vrai qu'il a une carrière où tu te dis pas il va nous sortir une espèce de truc Spielbergo, Kubricko, Shyamalanien, Nolanien de SF et tout. Et c'était peut-être qu'il a attendu toute sa vie. Oui, mais il y a une interview du scénariste où justement il explique toute la difficulté qu'il a eu à imposer son adaptation. Je pense qu'il du coup justifie autant de commandes de merde qu'il a dû avoir parce que c'est bon, je vous apprends rien, mais c'est peut-être un truc qu'on oublie aussi souvent quand on parle des scénaristes hollywoodiens, c'est que finalement aux États-Unis, ils sont pas moins des techniciens que le chef opérateur qui va aller faire des films de merde en fait. Et le truc, c'est qu'on se retrouve parfois avec des scénaristes qu'on aime bien. J'en cite un au hasard, David Koepp, qui est quand même capable d'enchaîner des navets incommensurables, récemment Inferno. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant, qui est d'avoir une sorte de scénariste dont on connaît finalement rien en fait, à part des préjugés, et qui du coup est capable entre guillemets de nous emmener vers un horizon de science-fiction. Je dirais pas qu'on connaît pas parce qu'il exploite des pistes qu'on n'a jamais vues, mais avec un regard qui change un petit peu. Et puis après, il se base aussi sur une nouvelle. Voilà. Par exemple, il y a un truc qui, entre guillemets, change un tout petit peu par rapport aux autres films hard SF, par exemple Interstellar ou The Martian, etc. C'est que là, on a donc une hard SF avec des petits bonhommes gris, mais techniquement, ça se voit pas souvent, en fait. Parce que la hard SF, soit il n'y a pas du tout d'extraterrestres, soit il y en a, mais on recule un peu leur présence, on la divinise, elle devient immatérielle comme dans 2001 ou comme dans Contact. Ou alors il y a Interstellar, voilà, pareil, dans Interstellar, il n'y a pas d'extraterrestres, ça reste centré sur l'humain. Et Midnight Special, c'est presque plus un film fantastique qu'un film de science-fiction, mais on en reparlera, il y a cette nuance qui est intéressante à soulever. Et du coup, là, on a un film de hard SF avec des petits bonhommes gris, et je pense que finalement, ça ne s'était pas vu depuis le jour où la Terre s'arrêta, entre guillemets. Pour revenir sur ce que disait Robert, en parlant d'influence Spielbergienne, Kubrickienne, etc., alors, un de ses films préférés, Denis Villeneuve, c'est Rencontre du troisième type. Il dit d'ailleurs qu'il l'a revu avant de faire Premier Contact. Et pourtant, quand même, effectivement, on pense à tous ceux qui sont passés avant lui, forcément. Je trouve qu'il arrive quand même à se détacher de toutes ces influences. Il arrive à faire un truc qui est un petit peu à part, qui a son âme propre. Exactement. Et qui a un style assez propre, ce qui est quand même assez fou quand tu vois le genre dans lequel il s'insère et qui est effectivement un genre qui a été balisé par des piliers, quoi. C'est ça. C'est vrai que Rencontre du troisième type, ça parle de langage, ça parle de communication, ça et tout. Mais on est davantage dans une espèce d'approche merveilleuse, quoi. Ça, c'est un cliché de dire ça par rapport à Spielberg, mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de Alors que là, on est dans le truc de l'imposant, de l'écrasant. La fameuse scène dont on parle quand elle rencontre l'extraterrestre pour la première fois, c'est vraiment tu es tout petit, humain, je t'explique enfin voilà. Mais sinon, et pour revenir au scénario, à cette idée justement de communication qu'il y avait déjà dans Rencontre du troisième type, ce que je trouve très très fort, donc non seulement de la part de Villeneuve, mais déjà donc de Eiserer au scénario, et j'imagine donc de la nouvelle que j'avoue ne pas avoir lue. C'est la manière dont le récit arrive à projeter en fait le spectateur un peu dans la subjectivité des personnages, des protagonistes, et aussi un peu de les mettre dans la position de devoir déchiffrer les choses. Il y avait déjà un peu cette idée-là dans Ennemi. Aussi. On suit Emily Blunt tout le long, mais elle comprend pas forcément tout. Elle est complètement embarquée là-dedans et on la suit. C'est vrai qu'il refait pareil, encore un personnage féminin en plus. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que en fait, moi je pense encore plus à Ennemi qui s'ouvrait sur ce carton qui disait le chaos est un ordre qui n'a pas encore été déchiffré. Et je trouve ça encore plus vrai sur celui-ci où il y a vraiment donc
démarche donc d'une linguiste qui doit réussir à identifier, à trouver une base commune dans le langage, un langage qui en plus dans le film ressemble presque à une espèce de test de Rorschach en fait. Donc chacun peut se projeter dedans et le spectateur est presque invité à avoir une espèce d'approche sémiologique du film, à devoir identifier des motifs. Alors tiens, il y a un palindrome ici, tiens, il y a une structure narrative éclatée là, ça et tout. Et d'ailleurs, c'est ça le plus fort, c'est la manière dont Villeneuve et Heiser utilisent un autre langage qui n'est autre que le langage cinématographique pour parler un peu de toute cette thématique de comment est-ce que en fait c'est une hypothèse réelle qui existe, j'ai oublié le nom, c'est Sapir-Whorf je crois, qui est que lorsque l'on apprend à parler un autre langage, on apprend à percevoir le monde différemment. Et le film est notamment là-dessus, non seulement donc sur les questions de communication, de comprendre son histoire, etc. et tout, mais donc de voir le monde différemment. Effectivement, le film, une fois qu'on comprend en fait la structure, on l'appréhende vraiment différemment. Et ça c'est vraiment, je trouve, le tour de force du film qui pour moi transcende toutes les questions de twist ou effectivement de ce que toi tu pouvais trouver, Jean-Victor, d'être un peu le retour un peu tardif au truc à l'intime, ça et tout. Je trouve que c'est là que ça trouve un peu sa justification et que je trouve vraiment très très fort. Parce que je parle aussi du sens, forcément. C'est une des grosses problématiques, c'est effectivement parfois le mot peut être compris, mais son sens profond peut diverger suivant les points de vue. Et c'est vrai qu'il arrive à un petit peu inclure ça dans la mécanique narrative, ce qui est quand même assez fort. Dans les grands reproches qui ont été faits au film, c'était notamment ces grosses ficelles. Enfin, il y en a qui pensent qu'il y a des grosses ficelles pour faire enchaîner l'histoire, parce qu'il y a des passages, à un moment, où on est obligé d'utiliser un petit peu ces choses-là au niveau du scénario, mais finalement, en fait, ça passe tout seul, Thomas. Mais elle se justifie. Il y a effectivement des fois on peut se reposer sur comme ça un truc qui explique tout et puis en fait t'acceptes toi en tant que spectateur. Là elle se justifie, elle est dans une logique en fait et je trouve que ça fonctionne bien. Ouais, absolument, d'autant plus qu'il y a quelque chose que j'aime bien dans le scénario, c'est que donc, comme tu disais, il exploite un terrain qui est très balisé et à chaque fois en fait il arrive à reprendre des situations qu'on connaît un petit peu, voire même qu'on connaît carrément en fait, des situations, des éléments de films de science-fiction qu'on connaît très bien, type le personnage de Forest Whitaker, qui est un personnage, on va dire, classique du film de science-fiction, c'est-à-dire le militaire qui sort un peu de la série B, sauf que là, dans n'importe quel autre film de science-fiction, ce militaire sera un antagoniste à l'intrigue, il bloquerait le moindre mouvement, etc. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est-à-dire qu'ici, quand il est confronté à un problème, qui est un problème concret, parce que voilà, il est militaire, il est pas scientifique, etc., il bute sur certaines choses, Amy Adams ou Jeremy Renner lui expliquent, et là aussi il y a un truc sur l'explication que je trouve assez intéressante, c'est qu'il lui explique quand même pas non plus comme un enfant de 3 ans, l'explication est censée. Là, donc ça arrive à entrer dans le récit de manière fluide, et donc finalement, ce personnage d'apparence très cliché qui est Forest Whitaker, donc ce militaire de série B, ne l'est pas tant que ça. Et il est autant un personnage intéressant pour le spectateur, franchement, évidemment, parce qu'il va servir à vulgariser, à être une passerelle, à vulgariser certains concepts, genre comment on pose une question. Et c'est vrai que, comment on pose une question. C'est vrai qu'il va être un moteur un peu de la tension en fait. Et pourtant, les enjeux, c'est un enjeu supplémentaire. Et pourtant, on n'a pas l'impression. Voilà, on n'a pas l'impression que le type est un roi scénaristique. Et moi, c'est ce qui me dérange souvent dans les films de science-fiction, c'est de voir que tel personnage est vraiment un roi scénaristique et qui sert à faire avancer l'intrigue plutôt qu'être vraiment un élément dramaturgique, émotionnel, etc. Ce qui, je pense, est le cas là. Parce qu'il rajoute toute une dimension, d'autant plus qu'il y a aussi une question à un moment sur les militaires. Alors, on ne va pas trop en dire, mais il y a les militaires qui tentent indépendamment qui doutent également. L'antagonisme est transféré à des personnages secondaires un peu voilà. en fait. Ouais. Et ce qui rajoute aussi une autre dimension au film, parce qu'on a beaucoup dit, j'ai un peu lu tout à l'heure, tu disais ce que tu as lu comme défaut, etc. Moi j'ai par exemple lu donc, que le film était franchement pro-américain, anti-chinois, anti-russe, etc. Et là, je pense qu'il y a aussi un petit amalgame, mais je pense que selon la lecture qu'on en a du film, je ne vois pas pourquoi les Chinois seraient, au vu du dénouement, je ne vais pas en dire plus, les Chinois seraient les ennemis. Je vois pas pourquoi les Américains seraient glorifiés, surtout quand Denis Villeneuve sort de Sicario. Et surtout, il y a une scène quand même où les militaires tentent quelque chose contre les aliens. C'est des militaires américains qui réagissent comme des Américains primaires. Mais il résume très bien, tout ce que ça soulève en fait. Qu'est-ce que soulèverait en 2016, on va dire 2016, l'arrivée d'extraterrestres, comment notre monde, comment nos dirigeants géreraient ça. Je trouve qu'il le soulève très bien. Et puis après, on voit comment les médias après amènent différentes choses. À un moment, ça parle d'une secte, de tous ces gens, ces mauvais prophètes qui annoncent la fin du monde. Il y a plein de choses qui sont distillées comme ça en arrière-plan de l'histoire, qui
voilà, il saisit bien quand même le parfum de l'époque, qui est assez intéressant. Et puis il illustre à merveille, je trouve, les limites de la diplomatie. Jean-Victor, un dernier mot. Il y a aussi cette idée, moi que j'aime beaucoup, c'est la sensation, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, mais de chaos total en fait que pourrait provoquer l'arrivée des extraterrestres. Parce que finalement, quand tu prends les films d'invasion extraterrestre, c'est un concept qui est souvent évoqué, mais de façon très fugace. Et là, vraiment, c'est-à-dire que les gens pètent les plombs et se disent c'est la fin du monde, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté là-dessus sur l'impact que ça pourrait avoir sur le peuple en fait, de l'humanité en tout entière, d'arriver, le simple fait de réaliser qu'on n'est pas seul dans l'univers. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie donc d'aller voir Premier Contact de Denis Villeneuve. Donc si la science-fiction de franchise comme Assassin's Creed ou Rogue One ne vous intéresse pas forcément, allez voir Premier Contact Arrival en version originale donc de Denis Villeneuve, sorti dans les salles le 7 décembre 2016. Et nous passons tout de suite à notre débat du mois. We have 15 hours before this all goes to hell. Are you dreaming in their language? I know why they're here. What the hell is she doing? Do trust me. En lien avec Premier Contact, donc avec nos amis extraterrestres qui viennent nous voir depuis le fin fond de l'espace pour soit nous détruire, soit nous rassembler. Donc nous allons faire un petit retour sur ces films donc, de rencontres entre l'humanité et ces étrangers venus d'ailleurs, et pas forcément donc, toujours pour des raisons pacifiques. Donc Robert, qu'est-ce qui caractérise un petit peu justement ce thème donc, de l'arrivée des extraterrestres? Parce que souvent, c'est sous-entendu dans un contexte politique, historique. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus, justement? Parle-nous de ta passion pour Independence Day. Independence Day, Résurgence. Oui, alors Résurgence, qui est donc le pire film sorti cette année. Voilà. C'est vrai, un des meilleurs films sortis cette année et un des pires films sortis cette année partagent le même thème. Exactement, c'est vrai. Enfin, cela dit, c'est pas le premier contact dans Résurgence, c'est le deuxième. C'est vrai qu'il y a quelque chose, et c'est vrai que c'est également vrai à propos de Premier Contact, qui tient effectivement de l'inversion en fait du rapport entre le colonisateur et le colonisé en fait. C'est vrai que donc voilà, l'humain jouit d'être tout en haut de la chaîne alimentaire, d'être surpuissant, etc. Surtout évidemment l'humain occidental. Et c'est vrai que la plupart de ces films ont été faits aux États-Unis, donc. C'est toujours intéressant de voir l'inversion de ce rapport-là, de voir donc les Américains réduits à l'état de personnes qui vont être envahies, colonisées, etc. et tout, et d'être dans cette peur. Je pense que j'apprends rien à personne si je dis que la plupart des films de SF et donc de Premier Contact extraterrestre qui sont sortis dans les années 50 témoignent du contexte politique de l'époque, de la peur de la guerre froide, de la peur des Russes, etc. Et voilà, c'est vrai qu'on est dans l'exemple type de la SF qui sert d'allégorie politique et sociale pour pouvoir donc effectivement parler des problèmes bien terriens, bien terrestres. Voilà, à ce titre, on peut citer tout. On peut citer donc Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, on peut citer La guerre des mondes, aussi bien la version de George Pal que la version de Steven Spielberg, qui elle arrive encore plus à remplacer, même celle d'Orson Welles. Celle d'Orson Welles c'était à la veille de la guerre, celle de George Pal c'était durant la guerre froide, et celle de Spielberg arrive après le 11 septembre. Et chacune arrive à être vraiment représentative de son époque. Et voilà, ça c'est vraiment ce qu'on peut trouver de fabuleux dans ce type de film, et qui moi effectivement me parle particulièrement, d'avoir un reflet en fait de l'époque. Et Premier Contact est encore une fois un parfait exemple de ça, pour relier donc au débat précédent, avoir cette idée que justement comme c'est sur la communication et comme on disait, comprendre son prochain, comprendre l'autre, soudainement, voilà, c'est nous qui sommes dans l'état de la civilisation indigène, en fait, dont le langage et la technologie est sous-évolué par rapport à celle de ces envahisseurs. Voilà, toujours intéressant d'avoir ce truc un peu humiliant et pas le bon terme, humbling, quoi, qui rend humble en fait par rapport à le gigantisme du monde. Voilà, l'humilité. Merci de me donner les mots, c'est vrai. De rien, Robert. Marc ? Ouais, non, justement, et puis il y a un truc qui est à la fois passionnant mais aussi très inquiétant, c'est donc on est en 2016, il y a tout cet ensemble de films qui, donc Premier Contact, qui
j'exagère un peu, mais qui doit beaucoup, qui pourrait presque être une sorte de revisite moderne. Donc, tu as parlé du Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta, qui a eu le droit à sa revisite moderne largement moins glorieuse. Scott Derrickson. Et ce qui est terrible, non, c'est que, mais c'est passionnant à analyser, c'est que donc, Le jour où la Terre s'arrêta a été produit dans un contexte extrêmement particulier. Je crois que le film est sorti en 1951. On était en pleine guerre froide. Le film apportait à l'époque, c'était déjà une sacrée nuance dans la science-fiction par rapport à ce qui se faisait avant, voire même par rapport à ce qui s'est fait au même moment, parce qu'il y avait vraiment deux volets de la science-fiction. Il y avait les films de science-fiction comme Le jour où la Terre s'arrêta, et les films de science-fiction un peu plus extrême droite comme Les soucoupes volantes attaquent, ou La moralité c'est sorti de 5 ans plus tard, mais, voilà, mais la moralité c'est on a des tanks, donc cassons-leur la tête, quoi. Et ce qui est un petit peu dramatique, c'est que 60 ans plus tard, avec des outils de communication, des outils qui ont complètement bouleversé le monde, Internet, par exemple, dans Premier Contact, toute l'arrivée d'extraterrestres est traitée en hors-champ, principalement par les médias, parce qu'on voit des gens tweeter, parce qu'on en parle aux infos, etc. Ce qui change complètement notre perception par rapport à ce qu'on voyait dans les années 50, qui aurait été beaucoup plus frontal, on aurait directement montré les vaisseaux, etc. Donc 60 ans plus tard, avec des systèmes politiques qui ont changé, peut-être pas tant que ça, un système de communication qui a été complètement bouleversé, on en arrive au même film finalement. J'exagère, je raccourcis, mais on en arrive à la même problématique. C'est-à-dire que on est revenu à faire des films de... Ça s'était un petit peu étouffé, oui, je voulais dire, dans les années 90, parce que par exemple, j'aime beaucoup Contact de Robert Zemeckis. Je ne pense pas que Contact donne vraiment l'impression d'un monde en guerre froide, d'un monde en... je pense le film plus lumineux. Ça revenait aussi à Mission to Mars, qui avait un petit peu les mêmes... Voilà, par exemple, dans Mission to Mars, il n'y a pas vraiment de dimension politique. Alors c'est plus l'humanité qu'une guerre entre États. On reste dans un truc très humaniste, on reste dans les deux cas aussi dans un truc lumineux, ça c'est important. Et c'est marrant comment les années 2000... La guerre des mondes y est pour beaucoup. Spielberg y est pour beaucoup en règle générale, avec aussi Minority Report, bien que ça soit en anticipation, on va dire, c'est un petit peu différent. Mais on est revenu à une sorte de vision de la guerre froide, une vision de la science-fiction qui est très proche de ce qu'on avait pendant la guerre froide. Et du coup, bon, c'est vraiment passionnant, mais c'est aussi assez flippant. Assez flippant, voilà. Comme ça, comme tu dis, dans les années 90, avec la chute du bloc soviétique, ça et tout, on est passé à d'autres types de problématiques. On peut dire qu'à la limite, le dernier film, avant qu'on y revienne, c'était peut-être Abyss, qui évoquait un peu cette idée-là, version longue d'Abyss, en tout cas. Et c'est vrai qu'après, il y a toujours eu des exceptions. Spielberg n'a jamais été, que ce soit dans Rencontre du troisième type ou E.T., qui sont sortis avant la chute du mur. Était plus dans d'autres questions, était pas dans des trucs de guerre froide, mais c'est vrai que voilà. Et dans Indiana Jones, oui, c'est vrai. Il y en a un peu. Parlons de ce très bon film. Mais non, voilà, c'est vrai que on est revenu, comme tu dis, avec tout ce qui est 11 septembre, que ce soit le terrorisme, la peur de la Troisième Guerre mondiale qui peut toujours être là, le fait que par hasard ce film-là, Premier Contact, sorte, je l'ai vu dans beaucoup de critiques américaines, le fait que ça sorte juste après l'élection de Donald Trump rend le film très très actuel, en fait, rend le film très très pertinent, donc ce besoin de comprendre l'autre, de s'ouvrir, parce qu'il y a aussi cette question-là de s'ouvrir non seulement par le langage, mais de s'ouvrir à toutes les vulnérabilités dans Premier Contact. À l'époque où donc entre Trump d'un côté et le Brexit de l'autre et ce qui risque de nous attendre en mai 2017 chez nous, c'est vrai que il ne fait jamais de mal de rappeler un peu ces questions de love, d'union, de peace and love. Non, puis justement sur la thématique extraterrestre, donc déjà il y a cette question de comprendre l'autre, et je pense aussi que ça tourne autour d'un fantasme sur cette question de est-ce qu'on n'est pas seul dans l'univers, et justement l'humain a toujours eu une tendance à être un peu solitaire. Et il y a cette question de est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une solution ailleurs, est-ce que quelqu'un pourrait peut-être venir nous sauver. Et souvent des films comme Contact, des films comme Mission to Mars, ou même des œuvres un peu plus intimistes comme Another Earth, qui pourtant je trouve pas être un très bon film, mais ça rejoint un peu ça. C'est l'idée de voir notre reflet ailleurs et essayer de trouver une réponse ailleurs, parce que après des millénaires d'existence sur Terre, peut-être que nous on ne l'a pas trouvé, donc peut-être qu'on a besoin d'un supplément d'âme extérieur pour réussir à se développer, quoi. Thomas ? Justement, parce que... Après, je risque de paraphraser un petit peu, mais c'est vrai que oui, ce qui est intéressant, c'est la dimension xénophobique, tout ce côté-là qui est bien exploité. Parce que souvent, c'est un autre donc c'est cette altérité qui peut aussi bien créer donc une unification de l'humanité tout entière, comme la même chose, mais d'une manière belliciste et tout le monde contre les extraterrestres.
Oui, voilà, donc là c'est un petit peu un mélange des deux. Il est entre les deux en fait. Et on pourrait dire que c'est pas de prise de parti, mais au contraire, c'est bien. Je pense que c'est même un gage de subtilité ou de mesure. Voilà. Et par exemple, c'est une thématique qui avait été abordée dans ce très mauvais film qui est Indépendance Day Résurgence, où l'univers, ce qui était intéressant sur le papier, c'est qu'effectivement on avait une Terre unifiée qui du coup se retrouvait à devoir encore se fighter avec des extraterrestres. Bon, après Roland Emmerich est passé par là et a fait le film qu'on connaît, mais après une thématique super intéressante. Il y a un truc qui est intéressant dans Indépendance Day Résurgence et qui est aussi en dit long sur un petit peu notre contexte actuel de production. C'est que donc tu es face à une humanité complètement assemblée dans Independence Day face à la menace d'un empire extraterrestre. Si on se replace dans les années 60, à l'époque, tu avais eu le contrepoids qui était Star Trek, qui était justement une humanité, même pas une humanité, un ensemble de planètes où le but de Star Trek, justement, c'était c'est la découverte, d'unifier la galaxie, de chasser la xénophobie extraterrestre et intraterrestre. Qui du coup est même devenu la chassette totalement de l'univers, puisqu'au début il y avait la rivalité Fédération Klingon qui finalement s'est étouffée. Et donc voilà, l'utopie de Star Trek était une utopie scientifique, était une utopie de découverte, etc. Alors que dans Independence Day, on est un peu confronté à la même chose, c'est-à-dire que on a rencontré les extraterrestres, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Independence Day? C'est devenu une utopie militariste. Et Independence Day est devenu la prophétie qu'a fait Paul Verhoeven quand il faisait Starship Troopers. Et moi, Independence Day, ça m'a vraiment fait penser à une vision premier degré du roman Étoile garde à vous de Robert Heinlein, qui est le roman de Starship Troopers. Et du coup, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on est revenu là, la science-fiction est de nouveau polarisée. Alors que, donc, voilà, comme on disait, elle était peut-être moins dans les années 80-90. La science-fiction est de nouveau polarisée entre deux branches, une extrême droite et l'autre paradoxalement, qui n'est pas vraiment extrême gauche, mais qu'importe. Et d'autant plus qu'on revit ça dans un monde qui est de nouveau polarisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de nouveau... par exemple, il y a 15 ans, on n'aurait pas pu faire un film de science-fiction en mentionnant comme, entre guillemets, antagoniste de l'intrigue, même si ce n'est pas vraiment le cas, les Russes. C'était plus possible, c'était plus à l'ordre du jour, ça aurait été autre chose. Ou les Chinois, c'était pas encore assez le cas. Alors qu'aujourd'hui, on cite même aussi les pays du Golfe, j'ai envie de dire. Là, ils sont quand même clairement marqués. C'est vrai que ça parle dans d'autres films précédemment, ils ne sont pas évoqués. Là, on voit vraiment, on voit les forces en présence. Et bon, c'est là d'ailleurs qu'on voit que l'Europe sert à rien. Mais justement, tu parlais de Starship Troopers. Quand on a interrogé Paul Verhoeven sur le fait qu'on va refaire un remake, en tout cas une réadaptation du livre, il avance que justement cette nouvelle adaptation sera, comment dire, très similaire au livre. Ça veut dire très militariste, fasciste alors que justement lui, il avait adapté d'une manière parodique. Ouais, il avait pris le truc à contre-courant totalement, mais puis je pense que la question de la fascination extraterrestre, en fait, elle est fondamentale dans le sens où, avant de poser la question qui vous êtes, il faut leur répondre à la question qui sommes-nous, et c'est une question qui est effectivement vertigineuse, et notamment le documentaire que je mentionnais tout à l'heure, The Visit, une rencontre extraterrestre, en fait, c'est une des problématiques centrales sur des scientifiques qui ont essayé d'établir un protocole, comment faire si on devait rencontrer des extraterrestres, et de simplement leur répondre à la question qui sommes-nous, parce que il y a tellement de cultures, de folklore, etc. différents, et c'est une question qui est elle aussi vertigineuse, donc il y a forcément quelque chose d'assez intime là-dedans, quoi. Alors je reste avec toi, Jean-Victor, puisque là on passe à la deuxième partie du débat puisqu'on en a parlé tout à l'heure dans le premier contact, c'est la hard SF. Donc la hard science fiction. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Puisque ces dernières années, il y a pas mal de films sur lesquels, qui sont revendiqués, et justement les spectateurs et cinéastes essayent de faire des films de science-fiction, on va dire réaliste, je mets des guillemets, donc réaliste. La RDSF, en fait, quand on y réfléchit 3 secondes, c'est une espèce de SF pure, parce que souvent quand on pense science-fiction, on a tendance à penser à Star Wars, etc., et en fait à des récits qui prennent des éléments quasiment fantastiques, avec de la magie ou des forces qu'on ne peut pas expliquer. Or, la science-fiction est censée être basée sur des choses réelles, donc forcément de la RDSF, c'est quelque chose qui va être raccord absolument à tout point de vue, et être plausible, scientifiquement, idéologiquement, enfin sur plein de plans. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à la fois ça reflète l'idée de cette nouvelle vague de RDSF, un espèce de courant, j'ai envie de dire nolanien, où les gens aiment des choses un peu plus réalistes, où tout semble plausible, comment est-ce que Superman vole, ou pourquoi est-ce que les zombies sont des zombies, bref, où on en vient à l'absurde, mais ça retombe avec cette problématique de faire des choses plausibles et crédibles. Et donc il y a un courant, comme tu l'as dit, avec Interstellar, Seul sur Mars, ou même Premier Contact, même s'il est un peu plus large, entre guillemets, il y a vraiment cette idée de revenir à ça.
Et en même temps, à mon sens, la RDSF, c'est pas forcément quelque chose d'accessible, dans le sens où ça va toujours dans des thématiques qui sont quand même très creusées, qui demandent vraiment au spectateur de mettre son cerveau en marche et de carburer. Et c'est souvent, en fait, ça a souvent été un genre de niche, avec des petits films qui n'ont pas forcément rencontré leur public à l'époque et qui, avec le temps, ont eu un petit public de niche, puis ça a commencé ensuite à se développer. Il faut par exemple se souvenir qu'un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace, à sa sortie, s'est pris des critiques absolument horribles. Désastreuses. Et parce que forcément, c'était un film qui avançait plein de concepts totalement nouveaux pour l'époque. Et le fait de s'y accommoder n'était pas forcément simple pour le public d'alors. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans les vraies œuvres d'RDSF, c'est qu'effectivement, comme ici avec Premier Contact, ce sont des films qui vraiment mettent en avant des concepts pas forcément simples à appréhender et qui demandent de reconsidérer un petit peu certaines conceptions qu'on peut avoir ou certains acquis qui en fait ne le sont peut-être pas tant que ça. Alors toi plutôt Thomas ? C'est aussi la question du marché. Qu'est-ce qu'on propose aux spectateurs ? J'ai envie de dire, moi j'ai envie de compléter même ce que tu dis. On a les films réalistes qui sont, on essaie un petit peu d'étoffer le propos, on essaie de trouver ça parle, on essaie de développer des thèses, etc., mais on a aussi les films purement, voilà, je ne vais pas faire me faire de copains, mais bon voilà, toute la veine Disney, les Star Wars, les Marvel, les choses comme ça. Là justement, le cerveau tu le poses et tu acceptes juste, tu vas dans un univers. Après que ça remplisse sa mission ou pas, si tu vas chercher autre chose, ça c'est pas la question. Mais du coup, est-ce qu'aussi on n'est pas dans un truc où on pense d'abord au spectateur et qu'on utilise tout le marché, on truste le marché avec différentes choses. Moi, je le vois depuis qu'on a sorti les articles sur Premier Contact, on a différents types de réactions. Il y a des personnes, là, je parle du spectateur lambda, pas des gens comme nous qui se réunissons un samedi matin pour parler de cinéma, qui disent, on va avoir ceux qui disent. Est-ce que c'est comme Star Wars, moi les trucs comme ça avec les bestioles, etc., ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est avec des super-héros, etc., ou alors est-ce que c'est trop prise de tête? Il y en a qui sortent, j'ai rien compris, voilà, j'ai rien compris. J'ai bien aimé, c'était bien, mais j'ai rien compris. Voilà, donc faut dire déjà aussi, ça. Il a bien aimé. Non, mais déjà, voilà, c'est ça. Non, mais du coup là t'as envie de parler avec lui, t'as envie de lui dire alors on va essayer de discuter. Mais c'est assez intéressant, je pense qu'il faut de prendre un petit peu du recul par rapport à tout ça aussi. Quel est le spectateur de 2016 pour comprendre aussi quels sont les films de 2016. Alors toi Robert, justement, tu es un grand défenseur d'Interstellar. Est-ce que c'est plus un piège ou un argument, justement, ce côté RDSF, on se base sur des concepts réalistes pour que le film soit accepté par le public? Ce qui est un peu le problème, c'est qu'on est vraiment dans... Je pense plus que jamais, surtout avec Internet, avec Reddit, avec tous les gens qui peuvent théoriser, les réseaux sociaux, les trucs où il faut briller, les trucs où tout le monde est dans la spéculation. Non, mais la suranalyse et, si je voulais être mauvaise langue, le pinaillage. C'est-à-dire qu'effectivement, forcément, il est vrai qu'un cinéaste comme Nolan, et c'était même déjà le cas un peu sur Dark Knight Rises, qui avait des ellipses un peu grosses, en étant très très réaliste. En adoptant une approche terre à terre, très ancrée dans le réel sur l'ensemble du film, forcément invite un peu les spectateurs à pointer du doigt sur tout ce qui, du coup, paraît un peu trop fictionnel. Et effectivement, sur Interstellar, qui est donc un film qui essaye de parler de théorie d'ondes gravitationnelles, de trous noirs, de remettre en question la notion du temps, tout ça. S'il y a soudainement quelques Deus Ex Machina, quelques trucs qui arrangent un peu, on crie au scandale et tout, quoi. Oui, il y a une part de cynisme de toute façon qui voilà, est à cette époque. C'est qu'on n'arrive plus à accepter que le cinéma est du cinéma. Mais moi-même, je me mets dans cette catégorie. Je pense qu'il y a des fois où on peut être trop cynique et aller comme ça, essayer d'analyser, de suranalyser des choses, alors qu'il faut peut-être aussi accepter cette part d'inexplicable ou cette part de... c'est le fameux saut de foi qu'on demande à chacun de faire. Et c'est vrai qu'en fait, après, je pense que je suis coupable moi-même, donc il y a un certain degré d'hypocrisie dans ce que je vais dire, mais on reproche toujours en fait les incohérences d'un film alors qu'on laisse souvent passer celles d'un autre qu'on aime bien. Et tu vois, je pense que si t'es pris dans l'histoire, il y a des trucs que tu vois, que tu vois pas. Voilà, exactement. Et donc forcément, si t'es un peu en dehors... je parle pas d'a priori négatif ou quoi que ce soit, mais juste voilà, si t'adhères pas à ce qui est en train de se passer à l'écran et tout, forcément t'as suffisamment le recul pour être là, genre ça n'a pas de sens, ça c'est n'importe quoi, ça et tout. Et effectivement oui, par définition, ce réalisme invite à ce qu'il y ait des questions qui soient posées. Quand t'as même Alfonso Cuarón
donc qui fait Gravity, qui est quand même un film très majoritairement apprécié, n'est pas exempt de défauts. Alors donc il prend le parti pris de faire vraiment un survival dans l'espace, jouant sur cette question d'apesanteur, jusque dans et c'est ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans ce renouveau du genre, jusque dans la forme filmique, donc avoir l'absence de son dans l'espace, tout ça et tout. Mais le film n'est pas parfait. Il y a ce moment où par exemple George Clooney est tendu à travers un truc, elle le retient, et si elle coupe, il s'en va. Ça, c'est littéralement impossible, vu que c'est dans l'espace, si le couple il reste sur place, vu que l'élan a été arrêté à ce moment-là. Tu vois. Mais la plupart des gens ne le captent pas, et il n'y a pas de souci. Moi-même, je ne m'étais pas fait la réflexion la première fois, parce que j'y connais que dalle en sciences et tout, et que je suis pris à ce moment-là dans le truc du film, dans l'expérience. Ça vaudrait le coup de refaire la scène. Ah non, okay. Mais voilà, moi, je suis plutôt reconnaissant en fait envers ce genre, parce que je trouve, et autant pour le coup j'adore les Star Wars, mais effectivement les Star Wars c'est plus de l'heroic fantasy dans l'espace en fait, c'est vraiment pas du tout les mêmes codes. Voilà, que ce soit des films comme Seul sur Mars, comme Gravity, comme Interstellar, qui sont d'ailleurs des films qui, contrairement à beaucoup de films de science-fiction, contrairement même par exemple au film de Spielberg qu'on a cité plus tôt, éradiquent un peu tout le rapport au divin, ce genre de truc qu'il peut y avoir, et sont plus vraiment dans les trucs qui célèbrent l'intelligence. Seul sur Mars, c'est vraiment ça, c'est vraiment genre comment un mec tout seul, parce que c'est un scientifique, va réussir à s'en sortir sur une planète hostile, comment les mecs sur Terre à la NASA vont l'aider pour qu'il s'en sorte. Gravity, c'est comment une femme va réussir à s'en sortir elle-même, personne ne viendra la sauver. Et Interstellar, c'est ça aussi, le retournement. Ils sont constamment en train de parler d'être interdimensionnel, d'être supérieur, machin de ça et tout, avant de se rendre compte que en fait, ces êtres sont... alors donc il y a un paradoxe temporel, mais que ces êtres sont les êtres humains du futur. Donc il y a un propos là-dedans que je trouve très intéressant, qui est, voilà, en tant que je ne veux pas projeter mais parler de mes convictions, machin de ça et tout, mais en tant qu'athée, je trouve ça plutôt intéressant et vraiment fort d'avoir de grosses machines hollywoodiennes sorties du système qui osent ériger en fait en valeur ces vertus-là, en fait, les vertus de l'intelligence et tout, plutôt que le divin. Et puis c'est vrai que c'est des films là-dessus qui sont du coup assez gratifiants en fait. Forcément, c'est un peu cliché, mais pour revenir à cette question du grand public, je pense, sans mauvaise langue, je pense que c'est aussi un truc qui a marché pour Interstellar, c'est que c'est un film qui explique beaucoup ce qui se passe à l'écran, et du coup il y a des gens qui se sont trouvés face à des concepts ils ont peut-être jamais entendu parler, ils se sont dit ah j'ai compris et tout, et ils se sentent très didactique. Et du coup ils se sentent un peu intelligents. Putain, j'ai appris un truc aujourd'hui. Marc, justement, en fait, il y a un truc. Vous parlez de didactisme. Robert l'a mentionné tout à l'heure. C'est quand il parlait de Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, tu as un truc qui a complètement bouleversé notre rapport à la fiction. C'est la quête de l'information. Et quand Stanley Kubrick sort 2001, jamais il n'explique ce qui se passe dans le film. Jamais il n'explique qu'est-ce qui se passe quand Dave arrive sur Jupiter. Jamais il n'explique comment fonctionne le vaisseau. Jamais il n'explique même comment fonctionne HAL, l'ordinateur de bord. Jamais. Et pourquoi ? Parce que derrière, tu as une acceptation du spectateur qui, de toute façon, n'a pas ou peu lu de thèse ou de roman sur le genre. Il y en existe, mais je doute qu'il ait lu Asimov, qui est plus connu maintenant probablement qu'il était à l'époque. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas, etc., etc. Et là, on est rentré dans une telle quête de l'information qu'il faut que... cette acceptation. La fiction, alors, c'est pas toujours négatif. On a donné plein d'exemples de bons films. J'aime pas forcément Interstellar, mais pour moi... Par exemple, Seul sur Mars. Voilà, Seul sur Mars. Mais bon, je vais terminer sur ce que je disais. Donc, tu as la quête de l'information, et j'ai l'impression que cette quête de l'information est en concurrence, en rivalité avec la quête de la fiction. Après, c'est aussi ce que disait Robert, c'est est-ce qu'on accepte le récit, est-ce qu'on rentre dedans, est-ce qu'on accepte d'oublier certaines incohérences. Mais néanmoins, on est rentré dans un schéma où l'explication devient un stade obligatoire. Par exemple, j'adore Seul sur Mars, c'est un de mes films préférés de l'année dernière. Je trouve qu'il y a une séquence, heureusement elle est pas mal filmée, elle fait sens dans l'esprit du film, c'est-à-dire le côté ludique, je bricole, etc. Mais qui est l'explication de comment on va récupérer Mark Watney avec un stylo, etc. On explique en faisant le tour du patron de la NASA, vous c'est le vaisseau, moi c'est le stylo, etc. Je trouve cette séquence vraiment super lourdingue, j'adore le film. C'est le côté divertissement du film, ça. C'est aussi le côté ludique du film, voilà, qui est complètement accepté par les pourtant, moi j'aurais estimé en spectateur ne pas avoir besoin de ça pour comprendre le rapatriement.
Mais est-ce que finalement Ridley Scott, qui a pu faire des films plus exigeants, on va dire, c'est pas péjoratif parce que j'ai beaucoup aimé aussi Seul sur Mars, est-ce que Ridley Scott tire pas aussi une conséquence de ses derniers échecs commerciaux pour se dire je vais faire un film qui sera à la fois quand même qui a du fond, qui tient à peu près la route, mais qui va pas oublier de récupérer de temps en temps, astucieusement j'ai envie de dire, le spectateur qui pourrait avoir besoin d'un petit... Oui, parce que c'est la question de joindre l'utile à l'agréable, parce qu'effectivement la scène elle est présentée purement comme une scène comique, c'est Donald Glover je crois qui fait le con avec son stylo, donc voilà. Et effectivement c'est la question de comment je vais réussir à parler à un public super large, parfois avec des choses qui ne le sont pas du tout, quoi, qui sont pas simples et qui sont pas forcément acquises, et c'est là où c'est intéressant de voir cette vague de hard SF sur des gros budgets qui sont forcément des films qui ont des risques commerciaux énormes. Parce qu'il faut les rentabiliser. Donc déjà, il faut les rentabiliser, donc il faut que tu parles un minimum des films de niche, quoi. comme vous disiez tout à l'heure. C'est ça, et alors qu'à la base, c'est quand même un genre de niche. Et il y a plein de petits films de hard SF qui existent. Moi, je pense notamment à Primer, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est un petit truc de niche sur le retour dans le temps et qui est un peu en train de faire sa petite réputation parce que c'est un réalisateur qui fait vraiment que des concepts un peu fous. Mais pour le coup, tu ne montreras jamais ça au public d'Interstellar, au sens large. Hein, j'entends pas. C'est pas du tout péjoratif, mais aux gens qui vont voir un film par mois et qui vont voir Interstellar et qui trouvent ça cool, je pense que tu leur montres Primer, tu les perds parce que pour le coup, c'est vraiment des mecs qui bricolent dans leur garage et qui font des trucs. Mais du coup, est-ce que je te laisse, pardon, est-ce que du coup, c'est pas grave, inquiétant de perdre cette habitude? Parce que du coup, est-ce qu'on n'est pas confronté à entre guillemets une nouvelle génération qui va avoir l'habitude d'avoir une science-fiction clé en main? Une science-fiction. Peut-être que petit à petit, tu peux. Parce que moi, ce que je constate quand même, c'est que bon, je vais rentrer dans des généralités qui sont un peu grossières, vous pouvez me contredire, mais au vu du jeune public qui a beaucoup aimé Interstellar, qui du coup a découvert 2001 par le biais d'Interstellar, j'ai quand même souvent lu que 2001 c'était chiant parce qu'on comprenait rien, quoi. Et moi, la première fois que j'ai vu 2001, je savais pas ce que j'en avais pensé. Je me rappelle, c'était à la télé, je me rappelle pas si j'avais aimé ou non, parce que je savais pas quoi en penser. Mais ce qui était sûr, c'est que j'étais pas frustré de ne pas avoir compris. Je trouvais ça intéressant, entre guillemets, de ne pas avoir compris. Je l'ai revu. C'est excitant en fait. C'est hyper galvanisant de voir un truc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte de gros mot aujourd'hui. Que du coup, il y a deux politiques qui se... Mais moi j'ai eu le débat typiquement avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il y a des gens que ça emmerde de ne pas comprendre. Moi, ça les perd complètement. J'avais les oreilles qui saignaient. Mais moi, je veux voir un film, j'ai besoin de comprendre. Moi, ça m'énerve. J'aime pas les films où je comprends pas. J'aime pas les films où à la fin on me dit pas, il s'est passé ça, etc. Mais je crois que cette personne-là, je vais pas la citer, mais elle était représentative un petit peu d'un certain public. Ouais. D'un certain public. Mais bon, après là, ça fait un peu snob de dire tout ça. Mais après, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. La science-fiction, maintenant, c'est un petit peu comme dans la musique. Il y a certaines étiquettes, c'est devenu un petit peu des étiquettes poubelles. La science-fiction, honnêtement, là, tu as lancé le débat avec ça. Qu'est-ce qui est de la science-fiction? On met un petit peu tout, justement, à cause de toutes ces œuvres. Je pense que le désir, peut-être, justement, que vous souhaitiez dans ce débat, c'est de revenir un petit peu. Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est un côté puriste, etc. C'est vrai que si on regarde maintenant, simplement en tant que spectateur de 2016, on peut se poser la question. Les lignes, elles sont complètement floues. Et donc, ton avis là-dessus, Robert? Non, je comprends entièrement les craintes, et c'est vrai qu'effectivement, si même des cinéastes comme Nolan ou Scott, ça et tout, qui sont les mecs qui ont c'est un peu les rois du pétrole maintenant, enfin ils ont les pleins pouvoirs, ça et tout, si eux ne prennent pas en main le fait de pouvoir faire des trucs un peu plus exigeants, il y a un risque que ça s'appauvrisse aujourd'hui, surtout dans un paysage où les blockbusters sont donc des énièmes suites, reboots, préquels, adaptations, franchises, tout ça. Après voilà, c'est vrai que comme le paysage est comme ça, j'ai un peu du mal aussi à leur en vouloir de tenter de faire, quoi qu'on en dise, Interstellar, ça reste un film sur un scénario original qui Ah oui, non, c'est ça. Je pense que c'est un peu faut à la fois mettre de l'eau dans son vin, et je pense que les deux peut-être continueront à exister. Effectivement, peut-être que du coup malheureusement ça va être réduit, peut-être pas un truc de niche, mais à des plus petits films, tout ça, jusqu'au jour où on arrivera à refaire un gros truc qui. Non, mais je crois que pourra être ça peut être quand même il peut ouvrir une brèche, parce que même Interstellar, malgré les réserves qu'on a pu évoquer, il cherche
quand même à maintenir un certain niveau d'exigence, parce que moi je suis pas sûr que tout le monde ait aimé Interstellar, justement parce que c'est trop compliqué. Donc, alors en réalité, après c'est juste une idée, mais je pense pas tant que Interstellar finalement ouvre une brèche, je pense que Interstellar conclut un mouvement. Pas que Interstellar, The Martian, Gravity et les autres, etc. Et je me demande en fait si ce qui entre guillemets manque, mais là je vais faire des projections un peu bidons, à la SF, c'est pas un nouveau 2001 que techniquement il n'y a jamais eu. C'est-à-dire qu'il y a plein de films formidables qu'on a cités, mais je parle vraiment dans le genre de 2001, donc j'exclus ce qui est Rencontre du troisième type, j'exclus qui sont des films moins science-fiction, plus fantastique, j'exclus Blade Runner, c'est pas pareil pour moi. Et je pense que là on atteint avec ces films en fait la fin d'un courant qui a débuté entre guillemets avec 2001, qui a eu divers courants, divers passes glorieuses, moins glorieuses, diverses extensions. Et je pense qu'on atteint la fin de ce courant et que maintenant on arrive à une question où Premier Contact, Interstellar, Gravity, etc. On fait le tour. Maintenant, je pense qu'on fait significativement le tour du sujet et que ce qu'il faut attendre aussi, c'est de nouvelles innovations, c'est de nouvelles découvertes qui vont changer notre perception de la science-fiction. À l'époque de 2001, il y avait on était en pleine conquête spatiale, il y avait la perspective de la Lune. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis, on réfléchit sur Mars, on n'y a pas encore mis les pieds, etc. Et je pense que c'est aussi beaucoup ça qui régit la science-fiction. On a beaucoup évolué dans ce qu'est la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Mais sur la conquête spatiale, on a découvert des choses, on a amélioré nos télescopes, on a découvert des météorites magiques, avec des formes de vie bizarres dessus, peut-être, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est aussi ça qui manque comme élan pour être confronté vraiment à un nouveau pilier, à un nouveau courant de hard SF qui dépend complètement de ce qu'on découvre, de comment. Et donc pour l'instant, on s'en tient vraiment à l'héritage de 2001, et je pense que personne s'en cache. Nolan le dit, Villeneuve le dit, c'est ce que je voulais dire, c'est un film Ridley Scott le dit, tout le monde le sait. Et c'est à la fois une bénédiction et un fardeau, parce que tu arrives là, boum, il y a 2001, tu vois, c'est terrible, c'est difficile de passer à côté. On trouvera sûrement des contre-exemples de jeunes réalisateurs ou de vieux réalisateurs qui ont réussi à passer à côté, mais je pense que c'est pas évident, et je pense qu'il faut maintenant qu'on demande quel va être notre nouveau 2001. Qu'est-ce qui va motiver sa création ? La question sera, est-ce que ce sera peut-être le prochain film de Denis Villeneuve, puisqu'en fait, on reste dans la science-fiction. Transition. Puisque en fait, le prochain film de Denis Villeneuve, ce sera une suite, et pas n'importe laquelle, c'est Blade Runner 2049, donc la suite du Blade Runner de Ridley Scott qui était sorti en 1982, qui avait été un échec à l'époque, qui a été réhabilité avec le temps. On sait que ce réalisateur-là, donc, comme on a dit, qui a fait Sicario, Prisoners, puis maintenant Premier Contact, il a quand même du poids maintenant à Hollywood, visuellement aussi. Toi, par contre, toi, Thomas, Blade Runner, c'est pas forcément un film qui t'a marqué, mais est-ce que le fait qu'il y ait Denis Villeneuve derrière la caméra puisse te convaincre de t'intéresser à cette suite ? Moi, je suis curieux, en fait. Je suis curieux parce que Blade Runner, je pense que le contexte dans lequel je l'ai vu, l'âge auquel je l'ai vu, font que il m'a paru un petit peu dépassé, vieillissant. Après, je l'avais peut-être pas vu dans une bonne copie. C'est vrai qu'il y a plusieurs versions du film. Il y a tout le travail de la direction artistique qui peut, pour un spectateur du 21e siècle, qui peut être un frein. Donc, le fait de faire une suite, ça m'intrigue. Et puis voir que là, ses premiers pas, on va dire, dans la science-fiction de Denis Villeneuve, sous en plus le tutorat, la tutelle un petit peu de Ridley Scott, moi je suis vraiment curieux. Et en plus je pense que du coup ça va me donner l'occasion aussi de le revoir, parce qu'à mon avis il va ressortir, de toute façon il va en profiter pour le ressortir au cinéma, donc pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas regarder dans le miroir. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont contre ce projet. J'ai envie de dire pourquoi pas. Toi, Marc ? Justement, ce qui est intéressant, c'est que Blade Runner, c'est mon film préféré. Je pense que tout le monde connaît l'amour que je vois à Ridley Scott. Mais Blade Runner 2, c'est un projet dont on parle depuis longtemps, qui a effrayé longtemps, moi compris. Et il y a 10 ans, 5 ans même, 5 ans, je sais pas, j'aurais pas pensé à quelqu'un de propice pour le réaliser. Déjà, je ne vois pas comment le projet aurait pu voir le jour, etc. Même encore aujourd'hui, je suis dubitatif sur plein de points, principalement le point scénaristique, puisqu'on ne connaît rien, en fait. Mais l'arrivée, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, et ce qui, je pense, suscite de l'excitation sur le projet, c'est
un, forcément, Denis Villeneuve, et deux, c'est aussi les collaborateurs avec lesquels il s'est entouré pour faire le film. C'est-à-dire, au scénario, le scénariste, pareil, je crois qu'il y a Jack Paglen qui travaille dessus, qui a fait notamment le scénario de Transcendance, qui est calamiteux, mais on pourrait lui accorder le même bénéfice du doute qu'au scénariste de Premier Contact. Il y a Hampton Fancher qui avait scénarisé la première version avant la réécriture de David P. Poe de Blade Runner. Tu as donc Roger Deakins à la photo, Johan Johansson à la musique, je me souviens plus qui fait la direction artistique. Et ce qui est intéressant surtout, c'est comment Blade Runner 2049 va reprojeter une vision de l'anticipation. Ça pareil, l'anticipation c'est un genre qui est resté assez relativement au point mort depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que l'anticipation, il y a eu, je ne vais pas remonter à Metropolis, etc., ou comme Things to Come, mais il y a eu donc Blade Runner, après Minority Report, AI, etc. Il y en a eu quelques-uns. Gattaca, mais j'ai l'impression que voilà, c'est une poignée de films, on est un peu resté au point mort, et quand on voit les derniers trucs de science-fiction, genre d'anticipation, genre le remake de Total Recall, etc., on dirait qu'on a fait une remarche arrière de 40 ans auparavant, et que le gars il en est à faire un commentaire de texte de Blade Runner. L'anticipation a peut-être aussi eu le même côté, comme on disait tout à l'heure, il y a ce côté très ancré dans la réalité, avec des choses réalistes, parce qu'on peut tout à fait dire que Her de Spike Jonze, c'est de l'anticipation. Et là, il y a eu quand même un petit peu plus de renouveau qui a été guidé par les progrès. Le progrès de l'intelligence artificielle. C'est ça. Même au-delà du progrès de l'intelligence artificielle, je pense que c'est tout simplement les progrès technologiques, tout ce que justement les films d'anticipation qu'on connaît tous, qu'on a cultivé au cours des années, n'avaient pas pu prévoir, qui du coup ont eu finalement la plus grosse influence sur les films d'anticipation, sur la fiction d'anticipation aujourd'hui. L'un des meilleurs exemples, c'est peut-être la série Black Mirror, mais du coup on est dans une anticipation qui est à peine anticipée, on est dans un truc qui est limite de demain, quoi. Donc c'est vrai que voilà, la question de savoir à quoi va ressembler Blade Runner 2049, à quoi va ressembler le 2049 du film, sachant que le 2019 vers lequel on se dirige ne sera pas celui de Blade Runner de 82. Que quand tu regardes Los Angeles aujourd'hui. Oui. Mais non, en fait, ma principale crainte, c'est qu'effectivement, c'est un projet qui a mis très longtemps à se concrétiser et qui se concrétise aujourd'hui à l'ère où on est dans le culte de la nostalgie, dans vraiment les projets qui se font uniquement sur du brand name recognizing. Donc vraiment, juste, il y a un titre qui est connu pour un film qui à l'époque s'est planté. Voilà, en gros, c'est ça, c'est les beats de 1982 tels que The Thing, Tron et Blade Runner trouvent des suites ou des préquels dans le cas de The Thing. Aujourd'hui, effectivement, là, ce qui est quand même déjà un peu plus rassurant, c'est le pédigré derrière le film, avoir Ridley Scott lui-même, qui d'ailleurs à la base devait réaliser. Ensuite, moi, je pense qu'ici aussi il y en a quelques-uns, je fais partie des défenseurs de Prometheus. Maintenant, je pense que je mentirais si je disais que le film était parfait. Non. Donc effectivement, il y a quand même cette crainte que même avec l'auteur original impliqué, il y a ce risque que ça puisse se planter. J'ai aucun doute sur le visuel, c'est-à-dire que même moi, qui, comme je disais tout à l'heure, n'étais pas entièrement convaincu par le cinéma de Villeneuve jusqu'à maintenant, ça n'a jamais vraiment été au niveau du visuel que j'ai eu quoi que ce soit reproché, surtout quand il travaille avec Roger Deakins, Johan Johansson exactement. Comme tu dis, le scénario, comme on disait tout à l'heure pour Eric Heisserer, c'est assez difficile de pouvoir imputer la responsabilité, la faute d'un mauvais film à son scénariste, surtout à Hollywood. Donc effectivement, je crois qu'en plus, parmi les scénaristes, il y a aussi Michael Green qui a fait Green Lantern, qui a fait Green Lantern et qui est au scénario de 3 gros blockbusters l'an prochain, qui écrit Logan et qui écrit aussi, je crois qu'il bosse également sur Alien Covenant de Ridley Scott également. Donc voilà, difficile, c'est la seule inconnue, c'est le vrai truc. Comment est-ce que tout film doit justifier son existence, et quand il s'agit d'un film comme celui-là, encore plus. Et voilà, comme on n'en sait rien, qu'est-ce que ça va raconter, que ça va raconter de nouveau? Est-ce que c'est pas une connerie, par exemple, d'être parti chercher Harrison Ford? J'imagine que s'ils vont le chercher, c'est qu'ils ont une bonne raison, parce qu'évidemment, ça remet en question l'un des plus gros trucs de Blade Runner, qui est cette question qui jadis était ambiguë et qui maintenant a été, qui est une réalité plus ou moins acceptée, annoncée clairement par l'auteur, par Ridley Scott, que Harrison Ford est... Je spoil, j'imagine pour personne, que Harrison Ford serait un répliquant. Donc voilà, si maintenant Harrison Ford, qui a la gueule d'un mec de 70 ans alors qu'il était censé crever dans les 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et aussi, oui, donc le fait de faire une suite à un film qui, comme beaucoup de films à l'époque, mais celui-là peut-être encore plus, était vraiment un film qui n'en demandait pas. Voilà, la fin est ambiguë, mais elle n'est pas ouverte. Globalement, c'est voilà, too bad she won't live, but then again who does?
cut au noir, et voilà, tu vois. C'est vachement bien. Merci. Je me suis entraîné avant en fait. Mais donc voilà, c'est évidemment très très curieux, surtout maintenant que je fais partie des amateurs de Villeneuve depuis Premier Contact. Mais évidemment également grosse crainte. Après, en fait, ce qui est intéressant, j'y pensais, c'est qu'est-ce qui motive la suite du coup? C'est pas le récit, tu l'as dit, Blade Runner se tient. Pardon. C'est pas le récit. Et du coup, est-ce que c'est pas justement la modification du monde en elle-même qui entoure notre monde à nous, qui entoure notre technologie qui nous entoure, qui elle-même demande une nouvelle version de Blade Runner. Et en fait, j'y pense parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un des derniers documentaires de Werner Herzog, qui n'est pas Into the Inferno, qui s'appelle Lo and Behold, qui est un documentaire sur la naissance d'Internet, l'intelligence artificielle, la technologie. C'est assez large qui brasse. C'est un beau documentaire, bien que nécessairement inachevé. Et je trouve que là, il pose des questions qu'on ne se posait pas forcément dans les années 80, parce que dans les années 80, on se posait la question de l'intelligence artificielle, forcément, on se la pose encore aujourd'hui. Les questionnements sont un tout petit peu les mêmes encore. Est-ce qu'une intelligence, là on en parle parce que monde ouest, est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir une conscience, tu vois, bon. Mais surtout c'est Internet. Et moi ça c'est un truc que personne n'a jamais anticipé, Internet. Aucun film de science-fiction n'a anticipé Internet. Et comment Blade Runner, et ça c'est ça qui me fascine, comment Blade Runner 2049 va l'assimiler ou non? Est-ce que ça existera dans le monde de Blade Runner, c'est-à-dire l'hypercommunication, alors que justement le monde de Blade Runner original, c'est un monde futuriste où on ne communique plus. C'est marrant parce que justement, il y a des sur cette question de l'hypercommunication, il y a eu notamment un court-métrage qui a fait un peu parler de lui il y a pas longtemps, qui s'appelait Ultra Reality, où c'était un mec qui marchait dans la rue et partout il y avait des pubs, des machins, des trucs connectés, enfin c'était pire que Wall-E, quoi. Et c'était drôle parce que ça reprenait un petit peu l'esthétique des pubs géantes de Blade Runner, etc. Donc effectivement, la question, je vais un peu paraphraser, mais c'est comment est-ce qu'on prend un tel mythe? Parce que Blade Runner, je pense, est devenu quand même un mythe cinématographique à part entière. Un film qui est passionnant parce qu'on peut creuser son univers de partout. Il y a tout ce qui est abordé dans le film est assez profond et riche. Et comment est-ce que tu le renouvelles et est-ce que tu lui redonnes une pertinence 20 ans après, quoi? Comment est-ce qu'ils vont réussir à réalimenter les enjeux et sans être redondant? Moi, pour rebondir sur ce que disait Robert, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement le film arrive dans une mouvance de on ressort des noms des années 80, Ghostbusters, Star Wars, etc. Quand tu vois tous ces films-là, t'as envie de leur dire c'était peut-être pas nécessaire. Le seul qui a réussi à faire ça, c'est Mad Max, parce que c'était son auteur d'origine qui réinvestissait le truc. Donc tout ce qu'on peut souhaiter à Blade Runner, c'est d'avoir une réussite à la Mad Max avec des auteurs qui reprennent cet univers parce qu'ils ont quelque chose à y apporter. Oui, j'ai du mal à imaginer que ça n'était pas fait, là pour le coup, moi, je suis quand même assez cynique. Là pour le coup, je crois pas qu'il y ait un argument clairement pécunier derrière tout ça. Bah c'est vrai, parce que c'est pas un film qui a une réputation, mais comme on l'a dit, c'est un film qui s'est planté à l'époque. Bah, donc, il n'y avait pas vraiment d'attente en plus. Donc là, moi, pour moi, le seul, on va dire, les seules garanties, c'est qu'ils prennent l'auteur, c'est qu'ils prennent un mec qui est pas manchot, et qu'au casting, ils reprennent Harrison Ford qui sort de Yann Solo, et Ryan Gosling qui est un vrai nom, pour porter aussi, donc pour essayer d'aller attraper des nouveaux spectateurs, pour garantir peut-être un minimum d'entrée rien que sur ce nom-là aussi. Après, je pense que vous avez forcément quelque chose à raconter. C'est inévitable. Le truc qui est assez rassurant, c'est que quand tu regardes des interviews de Denis Villeneuve, il explique que oui, Blade Runner c'est intouchable. Et il le dit lui-même, il fait je ne pourrais jamais atteindre le niveau de ce chef-d'œuvre. Ok. Mais il explique que ça a été un acte barbare, je cite, de se réapproprier Blade Runner. Et je pense qu'on a quelqu'un quand même de suffisamment intelligent en face pour prendre la pleine mesure de ce qu'il fait et d'essayer de proposer quelque chose d'un petit peu différent et qui pourra surprendre, quoi. C'est ça en fait le principal, c'est qu'il faut que ce soit surprenant, quoi. Et cela dit, pour renouer un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, avec est-ce qu'on pourrait avoir des films qui sont un peu plus exigeants, qui laissent la place au spectateur de se faire son interprétation de ça et tout, est-ce que Blade Runner 2049 va se permettre d'avoir un rythme, par exemple, aussi lent qu'avait l'original, qui lui a valu son échec. Voilà, exactement. Ou est-ce que ça va être un truc boosté, survitaminé à la sauce d'aujourd'hui, tout ça et tout? C'est vrai que c'est les vraies questions. Est-ce que ça va vraiment être un truc complètement différent? Par exemple, moi, ce que j'aime dans Prometheus, c'est tout ce qui n'en fait pas un Alien, en fait. C'est tout ce qui se distingue complètement d'Alien, qui d'ailleurs se rapprocherait même peut-être plus d'un Blade Runner,
Runner, parce que moi ce que je préfère dans Prometheus, c'est le personnage de David, l'androïde, cette quête du créateur, cette quête du père, etc., qui sont déjà des thématiques de Scott, mais qui sont des thématiques qu'il a gravement explorées dans Blade Runner et très très bien. Et voilà, et tout ce rapport pour le coup au divin, ça et tout. Et voilà, quelle va être. Enfin, moi, l'impression quand je regardais Prometheus, j'étais là, genre, mais pourquoi il a pas fait tout de suite Blade Runner 2 en fait, quoi. Et du coup, c'est ça. Je me dis qu'effectivement, il a un truc à raconter. Maintenant, voilà, est-ce qu'il va vraiment pouvoir le raconter, ou est-ce que c'est juste un truc un peu. C'est forcément un peu pécunier à un certain niveau de ça et tout. Et effectivement, tu cites Harrison Ford. Et Harrison Ford, voilà, ses derniers rôles importants, c'est de refaire Indiana Jones, c'est de refaire Han Solo, de ça et tout. Et donc là, de refaire Rick Deckard. Peut-être qu'il va nous refaire un Jack Ryan et Mosquito Coast 2 après, tu vois. Mais disons que voilà, c'est vraiment. On sent qu'il y a l'envie. Oui, j'espère en tout cas. Voilà, donc réponse tout simplement l'année prochaine, puisque normalement le film est prévu pour sortir en 2017, donc fin 2017 on aura la réponse donc, du prochain film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, et c'est sans plus attendre que nous passons tout de suite à la rubrique hors compétition. Hors compétition ce mois-ci, donc le coup de cœur, coup de gueule de nos invités. D'abord, c'est un coup de cœur pour toi, Robert, pour le dernier Disney, Vaiana, la légende du bout du monde. Ouais, bon, moi j'ai été juste transporté du début à la fin du film. J'ai trouvé que c'était vraiment. En fait, c'est clairement la formule Disney, même celle de la Renaissance Disney, donc des années 90, donc de ce qui commençait avec La Petite Sirène, qui se perfectionnait avec Aladdin et Le Roi Lion. C'est pas un hasard d'ailleurs si c'est Musker et Clements qui sont donc les réalisateurs de La Petite Sirène, d'Aladdin, mais également de Hercule, La Planète au Trésor, La Princesse et la Grenouille, qui sont donc un peu le tandem phare des studios Disney, un peu leur meilleurs représentants, et qui reviennent, qui font leur premier film en animation, en image de synthèse. Et c'est la formule, mais c'est la formule exécutée à la perfection. En fait, et bien que ça, là, ce que je dis, je puisse m'exprimer de manière qui laisse penser à un truc mécanique très calibré. Moi, je l'ai même pas, enfin, je l'ai pas aperçu comme ça. Pour le coup, comme on disait tout à l'heure, là, j'étais pas hors du film, j'étais vraiment dedans du début à la fin. Chaque instant, je trouve ça grisant. Je vois plein de gens qui disent ouais, c'est vrai que c'est bien et tout. Bon, il y a beaucoup de chansons et tout ça. Mais moi, j'adore les chansons. J'aime quand ça chante. Je m'écoute la BO en boucle depuis 3 semaines. Vraiment, voilà, c'est un peu le meilleur des mondes de ce que Disney fait maintenant, qui est un peu dans une deuxième renaissance depuis que John Lasseter de Pixar a pris les rênes du studio. Donc, on va dire depuis environ 2008, quelque chose comme ça. Ils avaient eu, je trouve, déjà pas mal de réussites. Avec Réponse qui était visuellement splendide. Et là, je trouve que c'est ce qu'ils ont fait de plus beau depuis Réponse. Il y a quelque chose, en plus de pénétrer dans un nouvel univers, ce que je trouve assez fort aussi de la part de Disney, d'avoir réussi à s'intéresser un peu à différentes cultures, différentes mythologies. Donc de là, de s'intéresser à la mythologie polynésienne, tout ça. C'est en plus vibrant, c'est chatoyant de partout, toutes ces couleurs, tous ces trucs. La photo, si je puis dire, en fait, est exemplaire. C'est un film à la fois de princesse, mais pas un conte de fées. C'est un vrai film d'aventure avec des séquences qui s'inspirent de Mad Max Fury Road ouvertement, d'autres scènes qui rappellent l'Odyssée de Pi. Il y a de l'action, il y a un personnage qui est limite digne du génie, qui est doublé par Dwayne Johnson en VO. Il y a vraiment plein d'idées, ça fourmille d'idées. Bon, pour moi, ça c'est le propre de Musker et Clements, c'est cette énergie folle qu'ils peuvent avoir. Il y a des petits trucs même en 2D, l'animation des tatouages de Maui, ça et tout. Il y a un propos qui, sans aller dans le truc un peu iconoclaste que pouvait avoir la Reine des Neiges, en remettant en question la question du prince charmant et de l'amour, machin de ça et tout, reste un peu le truc dans l'élan féministe qui a été abordé justement avec Réponse, un peu post-moderne, même s'il n'y a pas trop de gags anachroniques ou un peu trop second degré, conscient de soi et tout. Et voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment à la fois épique, émouvant. Les chansons qui sont signées d'un mec qui s'appelle Lin-Manuel Miranda, qui est un peu le nouveau prodige, la nouvelle coqueluche de la comédie musicale aux États-Unis, qui a signé une comédie musicale à Broadway qui s'appelle Hamilton, et qui revisite l'histoire des États-Unis par le biais du hip-hop, a carrément eu le prix Pulitzer. Donc lui, en ce moment, il a le vent en poupe. Voilà. Et donc voilà, là-dessus, j'ai rien à redire. Aventure, émotion, chanson, humour, c'est moi visuellement sublime. Visuellement sublime, ça et tout. Pour moi, c'est cette année, on a eu des blockbusters de merde, et c'est peut-être le meilleur blockbuster que j'ai vu cette année, parce que n'oublions pas, oui, même si c'est du film d'animation, c'est du blockbuster, et en termes de ce genre-là, en tout cas, c'est, je trouve, le meilleur exemple qu'on ait cette année. Voilà, donc Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker et Ron Clements, qui est déjà en salle. Mal. Voilà, un film qui était pas mal. Toi, Jean-Victor, c'est un film qui sortira donc le 7 janvier. 4 janvier. 4 janvier, et donc c'est
C'est quelques minutes après minuit, ou en anglais Monster Calls, le nouveau film de Juan Antonio Bayona, donc réalisateur qu'on connaît pour L'Orphelinat et The Impossible. Et avant de se faire définitivement bouffer par Hollywood, puisqu'il va partir faire Jurassic World 2. C'est pas vrai. Il nous a... Si. Je suis désolé de te l'apprendre. Il nous a... Je vais foirer ma journée, là. Je suis désolé. Il nous offre un film qui s'inscrit complètement dans la mouvance fantastique espagnole qu'on a depuis 15 ans, à la Del Toro, etc. Avec l'histoire d'un enfant dont la vie va pas très bien puisque sa maman est malade. Et en fait, d'un seul coup, il se rend compte que l'arbre qu'il voit par sa fenêtre de chambre s'anime et c'est un monstre la nuit qui vient le voir pour lui donner des défis. Je ne vais pas trop en raconter. C'est un film qui est à la croisée des genres, dans le sens où c'est un vrai film d'auteur avec quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, etc. Et en même temps, c'est un vrai film, c'est un vrai blockbuster avec des effets spéciaux de fou. L'arbre en question, notamment, est joué en performance capture par Liam Neeson. Et en fait, c'est un espèce de mariage parfait des deux, dans le sens où c'est un film qui est très spectaculaire, mais sans en faire des caisses. Et surtout, c'est un film qui m'a surpris parce qu'il est insaisissable. C'est vraiment la première heure de film, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en plus, il n'y a pas que du live dedans, il y a des techniques, il y a différents médiums en fait, en sein d'un seul film. Mais le mélange est assez surprenant et marche bien. Donc le film est insaisissable au début et en fait petit à petit décante et devient absolument évident, mais sans que ce soit un défaut, parce que c'est vraiment le film où je me suis dit tout est là où il faut que ce soit. Et c'est déroulé avec une maîtrise et presque une facilité, mais une évidence qui est très forte. Et bon, je connais beaucoup de gens qui étaient en larmes devant le film. Moi, ça m'a pas bouleversé, mais ça m'a vraiment touché. Je trouve que pas de cœur. Je trouve que voilà, c'est le film qui est parfaitement exécuté, et qui a une vraie âme et qui a un folklore un peu surprenant et qui est vraiment un très beau film. Donc voilà, ça sort le 4 janvier, c'est une date de sortie pourrie. Mais voilà, après quelques jours après vous êtes remis de vos cuites du 31 décembre, vous pourrez aller pleurer devant quelques minutes après-midi, minuit. Marche aussi après-midi presque. Ça fera du bien parce que c'est un très beau film. Voilà, donc le nouveau film de Juan Antonio Bayona, quelques minutes après minuit. Et donc le même jour, Thomas, toi voilà, moi je choisis la même date pourrie. La même date pourrie, c'est Nocturnal Animals. Il faudra aller en voir deux, parce que effectivement je conseille aussi celui que tu as vu pour à peu près les mêmes raisons que tu as citées. Moi ça sera pour un film, je pense, qui sera moins accessible, parce que celui Monster Calls, je pense qu'il peut plaire à toute la famille, même ça peut être le film post-fête de Noël, même s'il fait quand même bien, voilà, bien déprimé. Une petite dépression. Et pour continuer à déprimer, on va aller voir Nocturnal Animals, qui est donc le deuxième film de Tom Ford, qui avait signé le bijou qui était A Single Man. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui partageront cet avis. Moi personnellement, c'est un des plus beaux films que j'ai pu voir depuis le début des années 2010. Oui, il était sorti en 2010, je dis pas de bêtises, qui avait pareil eu une date de sortie assez atroce, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont rattrapé après en DVD et en vidéo. Nocturnal Animals, c'est encore avec Amy Adams, qui décidément en 2 mois là, a eu 2 grands rôles. J'étais assez sceptique sur sa carrière pour l'instant, je la trouvais tout à fait honorable, mais là, 2 grands rôles, elle a eu 2 rôles fabuleux. Jake Gyllenhaal également est à l'affiche, et puis tu parlais tout à l'heure de 2 films en un. Celui-là aussi en est un, et très bien équilibré. Tu partages pas mon avis, je crois. Moi je trouve qu'il y a 2 très bons films en un. Un côté polar, thriller, qui tourne pas mal autour de Jake Gyllenhaal, et un côté mélo, un peu drama queen, un peu on va dire cathartique à certains moments. Moi j'ai marché à fond, on retrouve la beauté des images qu'on avait dans A Single Man, la musique il a encore repris Abel Korzeniowski, je ne veux pas écorcher son nom mais je crois que c'est comme ça qu'on dit, et il y a un joli travail, c'est pareil, c'est un bouquin, il a tout réécrit lui-même Tom Ford, ça marche très très bien, ça dit énormément de choses, je ne veux pas en raconter, je pense que c'est comme Premier Contact, un film qui vous met découvrir sans trop en savoir, et voilà, donc au final ça c'est ma recommandation pour le début d'année. Pour le début d'année de pour 2017. Sur de bonnes... 4 janvier 2017, Nocturnal Animals au cinéma, donc des nouveaux films de Tom Ford. En dernier conseil, Marc, donc c'est pour les fêtes de Noël, comme on approche du fameux sapin et des cadeaux. Assassin's Creed. Pour éviter justement les cadeaux à la Assassin's Creed, on propose un joli coffret que propose Blackout pour Jodorowsky's Dune, donc le documentaire de Frank Pavich sur mon choix. Un film qui n'a jamais pu voir le jour. On avait déjà parlé dans FDBF. Si on peut repitcher l'histoire de ce documentaire. En quelques mots, Jodorowsky's Dune revient sur la genèse du projet Dune, donc l'adaptation du célèbre bouquin de Frank Herbert par Alejandro Jodorowsky au milieu des années 70.
adaptation qui est connue pour sa démence littérale avec Orson Welles, Mick Jagger, musique de Pink Floyd, des mesures financières, etc., qui a été à 2 doigts de se faire et qui a complètement plongé un peu du jour au lendemain, qui a un petit peu coulé aussi à l'époque la carrière de Jodorowsky, qui a fait le vent en poupe, et là qu'il le retrouve de nouveau depuis qu'il s'est remis à faire La Danza della Realidad, etc. Et donc voilà, le documentaire qui est vraiment un vrai documentaire de cinéma, c'est bien d'en parler, il y en a quelques fois, c'est-à-dire avec un vrai sens de la mise en scène, du rythme, de comment on raconte l'histoire, parce que finalement c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas juste un making-of, c'est une histoire, c'est tellement invraisemblable la genèse de ce film que c'est une histoire à raconter, ce que Frank Pavich fait très bien, avec en plus Jodorowsky lui-même évidemment qui est dedans. Et c'est d'autant plus intéressant d'en parler par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure, puisque justement Dune c'est l'inverse de tout ce qu'on a dit, c'est la fantaisie complète, c'est plus fantaisiste que Star Wars, c'est plus fantaisiste qu'Avatar, c'est incroyable. Et du coup on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui en 2010, dans les années 2010-2020, est-ce qu'on pourra encore voir un film comme Dune, sachant que justement tu allais en parler, vas-y, tu veux le dire? Non, je savais pas si tu voulais juste parler de Ridley Scott qui avait récupéré des trucs, ou tu voulais parler de Denis Villeneuve, mais effectivement Denis Villeneuve a émis le souhait de vouloir, après Blade Runner, s'attaquer à Dune, et les droits viennent d'être récupérés je crois par Legendary, mais les droits circulent un peu d'année en année. À un moment donné c'était Peter Berg, après c'était Pierre Morel, ça et tout, donc va savoir. C'est le 31 décembre. Tu veux les droits de Dune? Donc peut-être ça va. Donc voilà, c'est documentaire parfait, et d'autant plus que le coffret Blackout propose un contenu supplémentaire assez conséquent. Il y a le Blu-ray, le DVD à l'intérieur, mais il y a aussi donc le poster d'affiche qui est vraiment absolument superbe, 4 petites cartes postales et un livre exclusif. Voilà, c'est surtout ça. Il y a un livre qui permet de compléter. Alexis, lui, il veut le poster. Il y a un livre qui permet de compléter un petit peu l'aventure, parce que tout n'a pas été dit dans le documentaire. Je veux dire, le truc est tellement dense, tout n'a pas été dit dans le documentaire. Donc déjà, si vous n'avez pas vu le documentaire, voyez-le. Si vous l'avez vu, revoyez-le. Ce qui sera l'occasion aussi pour moi, parce que moi je l'ai vu il y a 3 ans au Festival de Cannes. Mais voilà, donc superbe documentaire, ce qui prouve aussi, qui complète une année 2016 qui a été donc absolument nulle en blockbuster, mais extrêmement riche en documentaire. Donc voilà. Voilà, donc on va faire un top qu'avec les documentaires cette année. Quasiment. Donc un des meilleurs documentaires que vous pourrez voir cette année, et aussi un film de science-fiction, donc Jodorowsky's Dune, donc de Frank Pavich, disponible chez Blackout depuis le 5 décembre, donc avec un méga coffret Blu-ray, DVD, carte postale, poster et tout ça. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Donc on le rappelle, donc premier contact de Denis Villeneuve en salle depuis le 7 décembre 2016. Donc tout d'abord merci Jean-Victor. Merci on te retrouve sur CloneWeb. Tout à fait. Avec CloneWeb.net avec toute l'équipe, une nouvelle émission aussi, enfin un nouveau format. Un nouveau format vidéo, ouais. Voilà, n'hésitez pas à aller voir justement. Le thème c'est sur le cinéma interactif. Voilà, donc c'est une vidéo très intéressante, donc foncez la voir rapidement. Robert, toi, on te retrouve sur Film de Culte. Totalement, ouais. Thomas, à la rédaction en chef de Bleu de Miroir. Voilà, je fatigue un petit peu. C'est la fin. Merci beaucoup aussi à Loris qui a officié en tant que chef opérateur de notre émission. Et évidemment, un grand merci à l'équipe des Fauvettes qui nous a reçus à nouveau pour cette émission. Évidemment, abonnez-vous sur YouTube, écoutez-nous sur Mixcloud, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter et notez-nous sur Sens Critique. Et rendez-vous sur festivaldesbonsfilms.com, tout attaché de notre site officiel. Nous nous retrouverons, Marc et moi, cette fois en toute intimité, pour notre édition spéciale rétrospective 2016, donc avec notre top 10 spécial Festival des bons films. Et évidemment, nous retrouverons l'émission fin janvier. On cherche encore un petit thème, mais je pense qu'on va essayer de trouver un truc très intéressant par rapport à ça. Donc allez voir des films, c'est bien, mais en voir des bons, c'est mieux. Voilà, au revoir. Rendez-vous à la prochaine émission, au prochain podcast. Sinon, bonne fête de fin d'année. Ciao. Au revoir.